Chapitre 27. La fin de l'appartement numéro 50. Quand Marguerite parvint au dernier mot du chapitre, « Ainsi se leva l'aube du 15e jour de Nisan pour le 5e procurateur de Judée Ponce Pilate. » C'était le matin. On entendait au jardin les moineaux mener leur conversation matinale joyeuse et animée dans les branches de l'aune et du tilleul. Marguerite se leva de son fauteuil, et c'est seulement alors qu'elle sentit combien son corps était épuisé et combien elle avait sommeil. On notera avec intérêt que, pour ce qui est de l'esprit, Marguerite se sentait tout à fait bien. Ses pensées ne partaient pas dans tous les sens, elle ne subissait pas le moindre contre-coup de sa nuit surnaturelle. Elle ne se sentait pas bouleversée en repensant à sa présence au bal de Satan, à cette espèce de miracle qui lui avait rendu le maître, avait fait ressurgir le roman de ses cendres, et fait que tout se retrouvait à sa place dans le sous-sol de la ruelle d'où avait été expulsé ce mouchard d'Aloïs Simogaritch. Bref, le fait d'avoir connu Volande ne lui avait causé aucun dommage psychique. Tout s'était passé comme si ça ne pouvait pas se passer autrement. Elle se dirigea vers la pièce voisine, s'assura que le maître dormait d'un sommeil profond et paisible, éteignit la lampe de chevet qui brûlait pour rien et s'étendit elle-même contre le mur opposé sur le petit divan couvert d'un vieux drap troué. 1 minute plus tard, elle dormait, et ce matin-là, elle ne fit aucun rêve. Les pièces du sous-sol se taisaient. Toute la petite maison du constructeur se taisait aussi, et la ruelle obscure était silencieuse. Pourtant, au même moment, c'est-à-dire à l'aube du samedi, il y avait dans un certain établissement de Moscou tout un étage qui restait éveillé, et ses fenêtres, donnant sur une grande place asphaltée que des voitures spéciales roulant au pas non sans vrombir lavaient à l'aide de brosses, brillaient de tout leur feu qui transperçait ceux du soleil levant. Tout l'étage se consacrait à l'enquête sur l'affaire Volande et les lampes étaient restées allumées toute la nuit dans 10 bureaux. À proprement parler, cette affaire s'était éclaircie depuis la veille, vendredi, quand on s'était trouvé dans l'obligation de fermer les variétés suite à la disparition de toute sa direction et à toutes sortes de scandales survenus la veille au cours de la célèbre séance de magie noire. Mais le fait est que pendant tout ce temps et sans interruption, de nouveaux matériaux n'avaient cessé de parvenir à l'étage insomniaque. À présent, l'enquête sur cette affaire étrange et sentant manifestement le soufre, à quoi s'ajoutaient des espèces de trucs d'hypnotiseurs et un épisode relevant sans l'ombre d'un doute du droit commun, devait rassembler en une seule pelote les événements disparates et embrouillés qui s'étaient déroulés en différents endroits de Moscou. Le premier qui avait dû faire un séjour à cet étage insomniaque, où l'électricité brûlait toujours, fut Arkady Apollonovitch Simpleyarov, président de la commission d'acoustique. Le vendredi après le repas, le téléphone sonna dans son appartement, lequel se situait dans un immeuble du Kameni Most, et une voix d'homme demanda à parler à Arkady Apollonovitch. L'épouse d'Arkady Apollonovitch, qui avait décroché, répondit d'une voix sombre qu'Arkady Apollonovitch était souffrant et ne pouvait pas prendre la communication, et néanmoins, Arkady Apollonovitch dut se résoudre à la prendre, cette communication. À la question de savoir qui demandait Arkady Apollonovitch, la voix au téléphone répondit en termes brefs d'où elle venait. « 1 seconde, tout de suite, 1 minute », balbutia l'épouse, généralement si hautaine, du président de la commission d'acoustique. Et telle une flèche, elle vola vers la chambre à coucher pour faire lever un Arkady Apollonovitch qui gisait, en proie à des tortures infernales, au souvenir de la séance de la veille au soir et du scandale qui avait accompagné l'expulsion de sa nièce de Saratov. Certes, ce ne fut pas 1 seconde plus tard, pas non plus 1 minute, mais juste 1/4 de minute plus tard, qu'Arkady Apollonovitch, chaussé de son seul chausson gauche et en sous-vêtements, saisit le combiné et balbutia. « Oui, c'est moi, j'écoute. » Son épouse, qui dans l'instant venait d'oublier toutes les répugnantes atteintes à la fidélité dont il était avéré que l'infortuné Arkady Apollonovitch s'était rendu coupable, passait la tête dans le couloir, agitait un chausson dans les airs et chuchotait « Le chausson, mets le chausson, tu vas prendre froid aux pieds !» À quoi Arkady Apollonovitch, voulant se débarrasser de son épouse, répondait en agitant le pied et roulant des yeux de fauve tout en marmonnant au téléphone. « Oui, bien sûr, je comprends. J'arrive tout de suite. » Arkady Apollonovitch
passa toute la soirée à l'étage où se menait l'enquête. La conversation fut pénible. C'était une conversation des plus désagréables car il fallut, avec la plus totale sincérité, raconter non seulement toute cette séance obscène et la bagarre dans la loge, mais en passant, chose qui s'avéra totalement indispensable, tout ce qui touchait à Militsa Andreïevna Pokobatko, rue Yelokovskaya, et aussi à la nièce de Saratov, et encore à beaucoup d'autres choses dont les récits furent pour Arkady Apollonovitch source d'indicibles tortures. Il va de soi que la déposition d'Arkady Apollonovitch, un intellectuel, un homme cultivé qui avait été un témoin direct de la séance scandaleuse, un témoin réfléchi et qualifié qui décrivit parfaitement le mage mystérieux lui-même, masqué, et ses deux gredins de complices, qui se souvenaient parfaitement que le nom du mage était bien Volande, fit faire à l'enquête un pas de géant. Et la comparaison de la déposition d'Arkady Apollonovitch avec d'autres, au nombre desquelles celle de nombreuses dames qui avaient été victimes de la séance, celle en particulier de la dame en sous-vêtements violets qui avait tellement frappé Rimsky, et hélas celle de bien d'autres, ainsi que de celle du coursier Karpov qui avait été envoyé à l'appartement numéro 50 rue Sadovaya, permit d'établir sans délai l'endroit où il fallait chercher le coupable de toutes ces aventures. On visita l'appartement numéro 50, et plus d'une fois, et non seulement on le fouilla minutieusement, mais on sonda tous les murs, on examina tous les conduits de cheminée, on chercha des caches secrètes. Hélas, aucune de ces mesures n'aboutit à quoi que ce soit, même s'il était parfaitement clair qu'il y avait quelqu'un dans cet appartement, et cela en dépit du fait que toutes les personnes qui, de près ou de loin, étaient chargées de la question du séjour des étrangers à Moscou avaient affirmé d'une manière ferme et catégorique qu'il n'y avait jamais eu à Moscou aucun mage noir du nom de Volande, et qu'il ne pouvait pas y en avoir eu. Il n'avait fait l'objet d'absolument aucun enregistrement à son arrivée, n'avait montré à personne ni passeport ni autre document, aucun contrat, aucun engagement, et personne n'avait jamais entendu parler de lui. Le président de la section programme de la commission des spectacles, Kitaïtsev, jurait sur tous les saints que jamais Stiopa Vitemalov, qui avait disparu, ne lui avait envoyé pour approbation aucun programme d'un spectacle de Volande et n'avait jamais téléphoné à Kitaïtsev à propos de l'arrivée de ce Volande. De sorte que lui, Kitaïtsev, il ne savait, ne comprenait absolument pas comment Stiopa avait pu laisser se produire aux Variétés un spectacle pareil. Quand on lui opposait qu'Arkady Apollonovitch avait vu, lui, le mage de ses propres yeux, Kitaïtsev faisait un geste d'impuissance et se contentait de lever les yeux au ciel. Et en regardant Kitaïtsev dans le blanc des yeux, on pouvait voir et affirmer sans aucun risque que lui, il était pur comme le cristal. Ce même Prokhor Petrovitch, président de la commission générale des spectacles, à propos, il avait réintégré son costume aussitôt après que la milice eut pénétré dans son bureau, à la joie frénétique d'Anna Richardovna et à la plus grande stupeur de la milice que l'on avait dérangée pour rien, et, à propos encore, ayant repris sa place dans son costume gris à rayures, Prokhor Petrovitch avait approuvé sans réserve toutes les résolutions que le costume avait adoptées durant sa courte absence. Et donc, ce même Prokhor Petrovitch n'avait jamais, absolument jamais entendu parler de Volande. Tout cela donnait, passez-moi le mot, quelque chose d'abracadabrant. Des milliers de spectateurs, tout le personnel des variétés, et puis Arkady Apollonovitch Simpleyarov, l'homme le plus cultivé du monde, avait vu et ce mage et ses assistants, que les diables les emportent. Et néanmoins, il n'y avait absolument pas moyen de les trouver? Qu'est-ce que ça voulait dire? Permettez-moi de vous le demander. Il avait quoi, disparu sous terre tout de suite après cette séance immonde? Ou bien, comme l'affirmaient d'autres, il n'avait jamais mis les pieds à Moscou? Mais si l'on admettait la première hypothèse, alors à l'évidence, en disparaissant, il avait emmené avec lui toute la direction des variétés. Et si c'était la seconde, n'en résultait-il pas que c'était l'administration de ce maudit théâtre elle-même qui, après avoir manigancé on ne sait quelle saleté, compense aux carreaux cassés dans le bureau et à l'attitude d'as de pique, s'était enfuie de Moscou sans laisser de traces? Rendons justice à celui qui dirigeait l'enquête. Rimsky, disparu, fut retrouvé à la vitesse de l'éclair. Il avait suffi de comparer l'attitude d'as de pique à la station de taxi devant le cinématographe et d'autres indications de temps
comme le moment où la séance s'était achevée et quand, précisément, Rimsky avait dû disparaître pour envoyer immédiatement un télégramme à Leningrad. 1 heure plus tard, le vendredi soir, on répondait que Rimsky avait été retrouvé dans la chambre 412 de l'hôtel Astoria au 3e étage, à côté de la chambre où s'était arrêté le responsable du répertoire d'un théâtre de Moscou qui faisait alors une tournée à Leningrad, dans cette même chambre où, comme on le sait, les meubles sont bleu clair avec dorure et la salle de bain est somptueuse. Découvert alors qu'il se dissimulait dans le placard de la chambre 412 de l'hôtel Astoria, Rimsky fut appréhendé sur le champ et interrogé directement à Leningrad. Après quoi, Moscou reçut un télégramme qui indiquait que le directeur financier des Variétés, en état de confusion psychique, ne fournissait aucune réponse cohérente ou ne désirait pas en fournir et ne demandait qu'une chose, qu'on le dissimule dans une cellule blindée gardée par des hommes en armes. Par télégramme, Moscou donna ordre de renvoyer Rimsky sous escorte à Moscou, ensuite de quoi, le vendredi soir, il reprit, sous ladite escorte, le train du soir. Au soir du vendredi, on retrouva également la trace de Vitemalov. Des télégrammes pour chercher Vitemalov avaient été envoyés dans toutes les villes, et c'est Yalta qui répondit que Vitemalov s'était bien trouvé à Yalta, mais qu'il était reparti à Moscou, en aéroplane. Le seul dont on ne parvint pas à retrouver la moindre trace fut Ratafia. Connu littéralement de tout Moscou, le célèbre administrateur du théâtre s'était comme évaporé. Entre-temps, il avait fallu s'occuper d'autres aventures survenues en différents autres endroits de Moscou, en plus du théâtre des Variétés. Il fallut expliquer le cas invraisemblable des employés qui chantaient « Ô noble mère », notons que le professeur Stravinsky parvint à les remettre sur pied en l'espace d'à peine 2 heures par on ne sait quelle injection sous-cutanée, celui de personnes qui avaient présenté à d'autres personnes ou à des établissements le diable sait quoi comme billet de banque, ainsi que celui des personnes qui avaient été victimes de ces présentations. On comprendra à l'évidence que le plus désagréable, le plus scandaleux et le plus insoluble de ces cas fut celui du vol de la tête du défunt homme de lettres Berlioz, à même son cercueil, dans la salle de l'hôtel Greboyedov, un vol perpétré en plein jour. 12 hommes chargés de l'enquête s'évertuaient à remonter, comme sur une aiguille à tricoter, les mailles de cette affaire complexe qui s'était étendue sur tout Moscou. L'un des enquêteurs se rendit dans la clinique du professeur Stravinsky et commença par demander qu'on lui remette la liste des personnes admises à la clinique depuis 3 jours. Ainsi furent découverts Nikanor Ivanovitch Bossoï et le malheureux conférencier qui s'était fait arracher la tête. D'eux, cependant, on ne s'occupa que peu de temps. À présent, il était facile d'établir que ces 2-là aussi avaient été victimes de la même bande dirigée par ce mage mystérieux. Mais Ivan Nikolaïevitch sans logis, quant à lui, intéressa l'enquêteur au plus haut point. La porte de la chambre d'Ivanouchka, la numéro 117, s'ouvrit le vendredi en fin d'après-midi et laissa passer un homme jeune, au visage rond, aux manières calmes et douces, qui ressemblait à tout sauf à un enquêteur, et qui néanmoins était l'un des plus fins limiers de Moscou. Il découvrit un jeune homme pâle et prostré, couché avec des yeux qui exprimaient un total désintérêt envers ce qui se passait autour de lui, des yeux fixés soit quelque part dans le lointain, au-dessus des événements extérieurs, soit à l'intérieur même de ce jeune homme. L'enquêteur se présenta sur un ton affable et dit qu'il passait voir Ivan Nikolaïevitch pour évoquer les événements de l'avant-veille aux étangs du Patriarche. Oh, comme Ivan aurait triomphé si cet enquêteur s'était présenté à lui avant, ne serait-ce que, disons, dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'Ivan, avec une passion tempétueuse, essayait de faire entendre son récit sur les étangs du Patriarche. À présent, son rêve de concourir à l'arrestation du consultant pouvait se réaliser. Il n'avait plus à poursuivre qui que ce soit, c'était lui qu'on venait trouver pour écouter raconter ce qui s'était passé le mercredi soir. Mais hélas, Ivanouchka s'était complètement transformé pendant le temps qui s'était écoulé depuis le moment de la mort de Berlioz. Il était prêt à répondre volontiers et poliment aux questions de l'enquêteur, mais on sentait de l'indifférence dans le regard et les intonations d'Ivan. Le sort de Berlioz ne touchait plus le poète. Avant l'arrivée de l'enquêteur, Ivanouchka avait fait une sieste dans son lit et une série de visions lui était venue.
Ainsi avait-il vu une ville étrange, incompréhensible, inexistante, avec des masses de marbre, des colonnades taillées au cordeau, des toits qui luisaient au soleil, et cette tour Antonia, noire, sombre, impitoyable, et son palais sur la colline de l'ouest plongé quasiment jusqu'au toit dans la verdure tropicale d'un jardin dont les statues de bronze brûlaient dans le couchant sur cette verdure. Il voyait, marchant le long des murs de la vieille ville, les centuries romaines prises dans leurs armures. Dans sa somnolence, Ivan avait vu apparaître devant lui un homme au visage glabre, jaune d'épuisement, immobile dans son fauteuil, un homme à la cape blanche à doublure rouge qui posait un regard de haine sur ce somptueux jardin étranger. Ivan voyait aussi une colline jaune sans un seul arbre, avec des poteaux et des traverses vides. Quant à ce qui s'était passé aux étangs du patriarche, le poète, Ivan sans logis, ne s'y intéressait plus. « Dites-moi, Ivan Nikolaïevitch, vous-même, à quelle distance étiez-vous du tourniquet quand Berlioz est tombé sous le tramway ?» Un rictus d'indifférence à peine sensible passa sur les lèvres d'Ivan et il répondit « J'étais loin. »« Et cet homme à carreaux, il était à côté du tourniquet ?»« Non, il était assis sur un petit banc, pas loin. » « Vous vous souvenez parfaitement qu'il ne s'est pas approché du tourniquet au moment où Berlioz est tombé ?»« Je m'en souviens, il ne s'est pas approché, il était affalé sur le banc. » Ces questions furent les dernières de l'enquêteur. Ensuite, celui-ci se leva, tendit la main à Ivanouchka, lui souhaita un prompt rétablissement et exprima l'espoir de pouvoir lire bientôt ses nouvelles poésies. « Non, » répondit à voix basse Ivan, « des poésies je n'en écrirai plus. » L'enquêteur eut un sourire poli et se permit de faire part de sa certitude que le poète se trouvait en ce moment dans une espèce d'état dépressif. Mais qu'y aurait-on fait passer ? « Non, » répliqua Ivan, qui regardait non l'enquêteur, mais loin le ciel qui s'éteignait. « Ça ne me passera plus. Les poèmes que j'écrivais étaient de mauvais poèmes, maintenant je l'ai compris. » L'enquêteur quitta Ivanouchka, non sans avoir recueilli des données très précieuses. À suivre le fil des événements du début à la fin, on était enfin parvenu à la source à partir de laquelle tous ces événements s'étaient produits. L'enquêteur ne doutait pas que tous les événements eussent commencé à partir du meurtre au patriarche. Bien sûr, ce n'était ni Ivanouchka, ni ce type à carreaux qui avait poussé sous le tramway le malheureux président du Massoli. Physiquement, pour ainsi dire, sa chute sous les rails n'avait été provoquée par personne. Mais l'enquêteur était persuadé que Berlioz s'était jeté sous le tramway, ou qu'il était tombé sous l'influence de l'hypnose. Oui, des données, il y en avait déjà un très grand nombre, et l'on savait à présent qui il fallait arrêter et où. Mais le fait est que l'attraper, justement, s'avérait impossible. Il y avait quelqu'un, faut-il le répéter, dans ce 3 fois maudit appartement numéro 50. Par moments, cet appartement répondait au téléphone soit avec une voix de crécelle, soit avec une voix de nasillarde. Parfois, dans cet appartement, on ouvrait une fenêtre. Plus encore, on y entendait les sons d'un pâtéphone, et néanmoins, chaque fois qu'on s'y rendait, on n'y trouvait personne. Et l'on s'y était déjà rendu plus d'une fois, à des heures différentes du jour et de la nuit, et en plus, on s'était équipé d'un filet, et on avait tout passé au peigne fin. Cet appartement avait déjà été mis sous surveillance depuis longtemps. On surveillait non seulement le chemin qui, à travers la cour, menait à l'escalier, mais aussi l'entrée de service. Plus encore, on avait installé des agents sur les toits, à côté des cheminées. Oui, cet appartement numéro 50 en faisait voir des vertes et des pas mûres, et l'on n'y pouvait rien. Ainsi, l'affaire dura-t-elle jusqu'à la nuit du vendredi au samedi, à minuit, quand le baron Maigel, vêtu d'un costume de soirée et chaussé de souliers vernis, fit son entrée triomphale dans l'appartement numéro 50 en qualité d'invité. On entendit accueillir le baron dans l'appartement. Exactement 10 minutes plus tard, sans sonner, on entra dans l'appartement et non seulement on n'y trouva pas les locataires, mais ce qui était réellement hallucinant fut qu'on n'y découvrit non plus aucun signe du baron Maigel. Et donc, comme nous venons de le dire, l'affaire traîna ainsi jusqu'à l'aube du samedi. C'est alors que s'ajoutèrent des données nouvelles et très intéressantes. Un avion de passagers de 6 places en provenance de Crimée se posa sur l'aérodrome de Moscou. Il transportait, entre autres, un voyageur assez étrange. C'était un jeune citoyen à la barbe en bataille qui ne s'était pas lavé depuis 3 jours, aux yeux brûlants et terrifiés, sans bagage, et habillé d'une façon, disons, originale.
Le citoyen portait un bonnet et une capote militaire sur une chemise de nuit et des mules bleues sombres flambant neuves. Il venait juste de quitter la passerelle de l'avion quand on s'approcha de lui. Ce citoyen était attendu, et quelque temps après, l'inoubliable directeur des variétés, Stepan Bogdanovitch Vitemalov, se présentait devant les enquêteurs. Il ajouta d'autres données. À présent, il était clair que Voland s'était introduit aux variétés sous l'apparence d'un artiste, après avoir hypnotisé Stiopa Vitemalov, et qu'ensuite, il avait trouvé le moyen de projeter le dit Stiopa hors de Moscou, à Dieu sait combien de kilomètres. Ainsi donc, les données s'accumulaient, mais cela n'arrangeait pas les choses. Cela les rendait même, au contraire, plus pénibles, car il devenait évident que s'emparer d'une personne pareille, qui était capable de vous jouer des tours comme celui dont avait été victime Stepan Bogdanovitch, ne serait pas chose aisée. Ajoutons que Vitemalov, sur sa propre demande, fut enfermé dans une cellule sécurisée, et l'enquête se porta sur Ratafia, que l'on venait d'appréhender chez lui, où il était revenu après une absence inexpliquée de quasiment 48 heures. Malgré la promesse qu'il avait faite à Azazello de ne plus mentir, c'est précisément par un mensonge que l'administrateur commença. Mais il serait injuste de le juger trop sévèrement. En effet, Azazello lui avait interdit de mentir et d'être grossier au téléphone, et dans le cas qui nous occupe, l'administrateur s'exprimait sans le concours de cet appareil. Le regard errant, Ivan Savélievitch déclara qu'au cours de la journée de jeudi, dans son bureau des variétés, il s'était saoulé tout seul, après quoi il était parti. Mais où? Il ne s'en souvenait plus. Il avait encore bu de la Starka, mais où? Il ne s'en souvenait pas. Il s'était retrouvé affalé sous une palissade, mais où? Là encore, il avait oublié. C'est seulement après que l'on eut dit à l'administrateur que sa déposition stupide et irraisonnable ne faisait qu'entraver l'enquête sur une affaire des plus graves et qu'il aurait évidemment à en répondre que Ratafia éclata en sanglots et se mit à chuchoter d'une voix tremblante en lançant des regards à la ronde que, s'il mentait, c'est uniquement parce qu'il avait peur et qu'il craignait la vengeance de la bande à Voland, entre les mains de laquelle il venait de se trouver. Et il demandait, il suppliait, il rêvait d'être enfermé dans une cellule blindée. « Mais par tous les diables, qu'est-ce qu'ils ont tous avec leurs cellules blindées ?» grogna l'un des enquêteurs. « Ils les ont terrorisés, ces salopards !» dit celui qui était allé trouver Ivanouchka. On apaisa Ratafia comme on le put. On lui dit qu'il serait protégé, même sans aucune cellule, et il avoua aussitôt qu'il n'avait jamais bu de la Starka, sous aucune palissade, mais qu'il s'était fait tabasser par deux types, un rouquin avec un croc et un autre, un gros... qui ressemblait à un chat. Oui, chuchota l'administrateur, mourant de peur, sans cesser de lancer des regards à la ronde, et il mit au jour d'autres détails sur la façon dont il avait vécu pendant 2 jours dans cet appartement numéro 50, en qualité de vampire rabatteur, et avait failli causer la mort du directeur financier Rimsky. C'est à ce moment que l'on fit entrer Rimsky, ramené en train de Leningrad. Mais ce vieillard chenu, tremblant de peur et psychiquement malade, dans lequel il était difficile de reconnaître l'ancien directeur financier, ne voulut pour rien au monde admettre la vérité et demeura inflexible sur ce point. Rimsky affirmait qu'il n'avait jamais vu Ella à la fenêtre de son bureau cette nuit-là, pas plus qu'il n'avait vu Ratafia, mais simplement... il s'était senti mal, et dans un état second, il était parti pour Leningrad. Il est inutile d'ajouter que le directeur financier malade conclut sa déposition en demandant d'être enfermé dans une cellule blindée. Anouchka fut arrêtée au moment où elle tentait de fourguer à la caissière d'un grand magasin de l'Arbat une coupure de $10. Le récit d'Anouchka sur les gens qui s'envolaient par la fenêtre de l'immeuble de la Sadovaya et le petit fer à cheval qu'Anouchka, allant croire, avait ramassé pour le présenter à la milice firent l'objet d'une grande attention. « Ce petit fer à cheval, il était vraiment en or serti de diamants ?» demanda-t-on à Anouchka. « Ça me connaît, les diamants !» répondit Anouchka. « Et ce qu'il vous a donné, c'est des billets de 10 roubles, vous dites ? Ça me connaît, les billets. »« Et quand se sont-ils transformés en dollars ?»« Ah ça, je sais pas ce que c'est les dollars, j'en ai jamais vu des dollars, » répondit Anouchka d'une voix perçante. « Je suis dans mon bon droit, moi. On m'a donné une récompense. Moi, avec, j'achète du tissu. » Et là, elle se mit à raconter n'importe quoi, comme quoi elle n'était pas responsable d'un immeuble au 4e étage duquel s'étaient installées des légions de l'enfer qui vous empoisonnaient la vie. Sur ce, l'enquêteur se mit à agiter son stylo devant Anouchka.
parce qu'elle avait lassé la patience générale, et il lui rédigea un sauf-conduit sur papier vert, après quoi, à la satisfaction de tous, Annouchka disparut de l'établissement. Ensuite, il y eut un défilé de toutes sortes de personnes, au nombre desquelles Nikolai Ivanovitch, qui n'avait été appréhendé qu'à cause de la stupide jalousie de son épouse qui avait déclaré à l'aube la disparition de son mari. Nikolai Ivanovitch n'étonna pas plus que cela les enquêteurs en posant sur la table le grotesque certificat qui attestait de sa présence au bal de Satan. Évoquant la façon dont il avait amené la femme de ménage de Margarita Nikolaïevna nue à califourchon sur son dos à travers les airs, il ne savait pas où à tous les diables se baigner dans un fleuve, et sur ce qui avait précédé, à savoir l'apparition à sa fenêtre d'une Margarita Nikolaïevna totalement dévêtue. Nikolai Ivanovitch s'écarta quelque peu de la vérité. Ainsi, par exemple, jugea-t-il superflu de mentionner le fait qu'il s'était présenté dans la chambre à coucher avec la chemise de nuit qu'il avait ramassée et avait qualifié Natacha de Vénus. Selon lui, Natacha s'était envolée par la fenêtre, lui avait grimpé sur le dos et l'avait entraîné loin de Moscou. « Me soumettant à la force, je fus contraint d'obéir », racontait Nikolai Ivanovitch, et il acheva son récit en demandant qu'on n'en dise pas un mot à son épouse. Cela lui fut promis. La déposition de Nikolai Ivanovitch permit d'établir que Margarita Nikolaïevna, de même que sa femme de ménage, Natacha, avait disparu sans laisser de traces. On prit des mesures pour les retrouver. Ainsi, l'enquête, sans s'arrêter une seule seconde, atteignit-elle l'aube du samedi. Pendant ce temps, dans toute la ville surgissaient et se répandaient des bruits absolument impossibles dans lesquels une dose infime de vérité se voyait parer des mensonges les plus extravagants. On disait qu'il y avait eu une séance aux variétés, après laquelle les 2000 spectateurs s'étaient répandus sur la chaussée à l'état de nature, qu'on avait mis la main sur une imprimerie de faux billets de type magique rue Sadovaya, qu'on ne savait quelle bande avait enlevé 5 dirigeants du secteur divertissement, mais que la milice les avait retrouvés aussitôt, et encore plein d'autres choses que je n'ai même pas envie de répéter. Cependant, on approchait déjà de l'heure du déjeuner, quand le téléphone sonna dans les locaux où se menait l'enquête. On faisait savoir depuis la rue Sadovaya que cet appartement maudit avait de nouveau donné signe de vie. On disait que les fenêtres y avaient été ouvertes de l'intérieur, qu'on y entendait du piano et du chant et qu'on voyait par la fenêtre un chat noir qui, sur le rebord de la fenêtre, se chauffait au soleil. Il était aux environs de 4 heures quand, par cette journée torride, une grande compagnie d'hommes en civil descendit de 3 voitures, qui s'était arrêté un peu en amont de l'immeuble numéro 302 bis, rue Sadovaya. Là, le grand groupe qui venait d'arriver se divisa en 2 groupes plus petits. Le premier passant par le porche de l'immeuble et par la cour jusqu'à l'entrée principale de l'escalier 6, alors que l'autre ouvrait une petite porte généralement condamnée qui menait à l'escalier de service, et les 2 groupes entreprirent de monter par des escaliers différents jusqu'à l'appartement numéro 50. À ce moment-là, Korofiev et Azazello, Korofiev dans sa mise habituelle, pas du tout son frac des grands jours, se trouvaient dans la salle à manger de l'appartement en train de finir leur repas. Volande, selon son habitude, était dans la chambre à coucher et personne ne sait où était le chat. Mais à en juger par le fracas de casseroles qui parvenait de la cuisine, on pouvait admettre que Behemoth se trouvait précisément là à faire l'idiot selon son habitude. « Mais qu'est-ce que c'est pas dans l'escalier ?» demanda Korofiev, tournant sa petite cuillère dans son café noir. « C'est qu'on vient nous arrêter » répondit Azazello, et il but un petit verre de cognac. « Ah, c'est ça » répondit Korofiev. Ceux qui montaient par l'escalier principal se trouvaient déjà sur le palier du 2e étage. Là, il y avait 2 plombiers qui travaillaient sur le radiateur du chauffage central. Ceux qui étaient montés échangèrent avec les plombiers un regard entendu. « Ils sont tous là » chuchota l'un des plombiers, tapotant avec un marteau sur un tuyau. Alors, celui qui marchait en tête sortit de sous son manteau un Mauser noir, et l'autre, à côté de lui, un trousseau de passe-partout. En général, ceux qui avançaient sur l'appartement numéro 50 étaient équipés comme il sied. 2 d'entre eux avaient dans la poche des filets de soie à mailles fines et à déploiement rapide, un autre encore apportait un lasso, et encore un autre des masques chirurgicaux et des ampoules de chloroforme. En l'espace d'une seconde, la porte principale de l'appartement numéro 50 fut ouverte et les assaillants se trouvèrent dans le vestibule, tandis qu'une porte qui venait de claquer dans la cuisine prouva que le 2e groupe, lui aussi, était arrivé en temps voulu par l'entrée de service.
Cette fois, même si le succès ne fut pas total, il y en avait au moins les prémices à l'évidence. On se répandit à l'instant même dans toutes les pièces, et on ne trouva personne, mais dans la salle à manger on découvrit les reliefs d'un repas que l'on venait visiblement tout juste d'abandonner, et dans le salon, sur l'étagère de la cheminée, à côté d'une carafe de cristal, un chat noir, gigantesque. Ce chat tenait entre ses pattes un primus. Dans un silence total, ceux qui étaient entrés dans le salon restèrent un certain temps à contempler ce chat. « Ouais, c'est vrai que c'est fort », chuchota l'un des nouveaux arrivants. « Je suis sage, je ne dérange personne, je répare mon primus, » marmonna le chat avec une mine renfrognée. « Et j'estime, qui plus est, de mon devoir de vous prévenir que le chat est un animal antique et inviolable. » « Un boulot de première », chuchota l'un des nouveaux arrivants, tandis que l'autre, à voix haute et très distincte, déclarait « Eh bien, chat ventriloque et inviolable, arrivez ici !» Un filet de soie se déploya, fendant les airs, mais celui qu'il jetait à la surprise générale manqua sa cible et ne saisit que la carafe, laquelle se brisa aussitôt à grand fracas. « Un gage !» hurla le chat. « Et là, laissant de côté son primus, il sortit de derrière son dos un Browning. Il le pointa sur celui qui était le plus proche de lui. Mais, de la main de celui-ci, avant que le chat ait eu le temps de tirer, jaillit une flamme, et à l'instant où le Mauser tirait, le chat, la tête la première, tomba sur le parquet du haut de l'étagère de la cheminée, laissant échapper de ses pattes à la fois son Browning et son primus. « Tout est fini, » dit le chat d'une voix faible, et il s'étendit, mollement, dans une flaque de sang. « Écartez-vous de moi une seconde, que je fasse mes adieux à la terre. Oh, mon ami Azazello, » gémit le chat qui se vidait de son sang. « Où es-tu » Le chat tourna ses yeux qui s'éteignaient vers la porte de la salle à manger. « Tu n'es pas venu à mon secours au moment de la lutte inégale. Tu as abandonné le pauvre Behemoth. Tu l'as trahi contre un verre, excellent certes, de cognac. Ma foi, que ma mort te reste sur la conscience. Moi, je te lègue mon Browning. » « Le filet, le filet, le filet !» chuchotèrent des voix inquiètes autour du chat. Mais le filet, le diable sait pourquoi, resta coincé dans une poche et refusa de se déployer. « La seule chose qui puisse sauver un chat blessé à mort, » reprit le chat, « c'est une gorgée de pétrole. » Et profitant de la confusion, il attrapa le primus et lampa une goulée de pétrole. Aussitôt, sa patte avant gauche cessa de saigner. Le chat bondit, alerte et vif, prit son primus sous son bras, sauta avec lui sur la cheminée. De là, déchirant les papiers peints, il entreprit de grimper au mur et 2 secondes plus tard, il se retrouvait très haut au-dessus de ceux qui venaient d'entrer assis sur la tringle métallique. Aussitôt, des mains s'accrochèrent au rideau et l'arrachèrent, en même temps que la tringle, ce qui fit entrer des flots de soleil dans la pénombre de la pièce. Mais ni le chat si traîtreusement guéri, ni le primus n'étaient tombés. Le chat, sans lâcher son primus, s'était arrangé pour s'élancer dans les airs et bondir sur le lustre pendant au milieu de la pièce. « Un escabeau !» cria-t-on d'en bas. « Je me provoque en duel !» hurla le chat en s'envolant au-dessus des têtes vers le lustre qui se balançait. Et là, une nouvelle fois, on vit qu'il tenait un Browning, alors qu'il avait laissé son primus en équilibre sur les branches du lustre. Le chat visa et volant comme un balancier au-dessus des têtes des visiteurs, il entreprit de leur tirer dessus. Le tintamarre fit trembler l'appartement. Des débris de cristal du lustre dégringolèrent sur le plancher, la glace sur la cheminée se couvrit des toilures, de la poussière de plâtre vola en tous sens, les douilles sautaient sur le sol, les vitres des fenêtres volaient en éclats, le pétrole jaillissait du primus percé de balles. Désormais, il n'était plus question de prendre le chat vivant et les visiteurs tirés avec une précision furieuse en lui répondant de leur Mauser, visant la tête, le ventre, la poitrine et le dos. L'échange de tirs provoqua un mouvement de panique sur l'asphalte de la cour. Mais cette fusillade ne dura que très peu de temps et prit fin d'elle-même. Le fait est qu'elle ne fit aucun mal, ni au chat, ni aux visiteurs. Non seulement personne ne fut tué, mais personne même ne fut blessé. Tous, y compris le chat, s'en sortirent parfaitement indemnes.
L'un des visiteurs, pour achever de s'en assurer, envoya 5 balles dans la tête du maudit animal, et le chat lui répondit hardiment en lui vidant dessus tout un chargeur. Et le résultat fut le même. Cela ne produisit pas le moindre effet. Le chat se balançait sur le lustre, dont les mouvements allaient diminuant, tout en soufflant, allez savoir pourquoi, dans le canon du Browning, et en se crachant sur la patte. Une expression de totale stupeur se lisait sur le visage de ceux qui se tenaient en bas. Ce fut le seul cas, ou l'un des seuls cas, où les coups de feu se révélèrent totalement inopérants. On pouvait bien sûr admettre que le Browning du chat était un jouet quelconque, mais dire cela des Mauser des visiteurs était rigoureusement impossible. Quant à la première blessure du chat, il ne faisait plus le moindre doute à présent qu'elle n'avait rien été d'autre qu'un tour ou une détestable bouffonnerie, de même que le fait de boire du pétrole. On tenta une dernière fois de capturer le chat, on jeta un lasso, il s'accrocha à l'une des bougies, le lustre se détacha. Le choc secoua visiblement l'immeuble tout entier, mais là encore, sans aucun résultat. Les visiteurs furent pris sous une grêle de gravats, tandis que le chat voltait dans les airs et s'asseyait tout en haut sous le plafond, sur la partie supérieure du cadre doré de la glace de la cheminée. Il n'avait nulle intention de fuir, et même au contraire, dans une position relativement sûre, il leur tint un nouveau discours. « Je ne comprends absolument pas, disait-il d'en haut, les raisons de cette violence à mon égard. » Mais c'est alors que cet exorde fut à son tout début interrompu par une lourde voix de basse qui résonnait, nul ne savait d'où. « Que se passe-t-il dans cet appartement? Je travaille et on me dérange. » Une autre voix désagréable et nasillarde répondit « Ah, je pense bien, c'est Behemoth, que le diable l'emporte. » Une troisième voix de crécelle dit « Messire, nous sommes samedi, le soleil se couche, il faut partir. » « Pardonnez-moi, je dois mettre fin à notre entretien, » dit le chat perché sur la glace. « Nous devons partir. » Il jeta son Browning et cassa 2 carreaux d'une fenêtre. Ensuite, il aspergea le plancher de pétrole, et ce pétrole s'enflamma de lui-même, projetant une vague de flammes jusqu'au plafond. Le feu prit avec une puissance et une vitesse inouïes, jamais vues, même avec du pétrole. Les papiers peints se mirent aussitôt à fumer, le rideau arraché s'enflamma sur le plancher et les cadres des fenêtres cassées commencèrent à fondre. Le chat se ramassa sur lui-même, miaula, passa d'un élan de la glace au rebord de la fenêtre et disparut avec son primus. Des coups de feu résonnèrent à l'extérieur. L'homme qui était assis sur l'escalier extérieur, celui de la sécurité incendie, au niveau des fenêtres de la joaillère, avait tiré sur le chat tandis que celui-ci volait de rebord de fenêtre en rebord de fenêtre vers la gouttière d'angle de l'immeuble, lequel immeuble, comme nous l'avons dit, était construit en forme de lettre pi. Le long de cette gouttière, le chat grimpa jusqu'au toit. Là, avec hélas la même inefficacité, les hommes postés au pied des cheminées lui tirèrent dessus, et le chat disparut dans le soleil couchant qui inondait la ville. Dans l'appartement, pendant ce temps, le parquet s'embrasait sous les pieds des visiteurs, et dans le feu, à l'endroit où le chat avait joué la comédie de la blessure, apparut, de plus en plus rigide, le cadavre du baron Maigel, le menton pointé vers le plafond et le regard vitreux. Il n'y avait plus aucun moyen de le traîner dehors. Sautant sur les lames du parquet en feu, se tapotant les épaules et les poitrines fumantes, ceux qui se trouvaient dans le salon battirent en retraite vers le bureau et l'entrée. Ceux de la salle à manger et de la chambre à coucher se précipitèrent par le couloir, accoururent aussi ceux qui étaient restés à la cuisine, et ils se lancèrent vers l'entrée. Le salon était déjà rempli de flammes et de fumée. Quelqu'un, dans un élan, eut le temps d'appeler les pompiers, lançant un cri bref dans le combiné. « Sadovaya, 302 bis !» Il était impossible de s'attarder plus longtemps. Les flammes jaillissaient dans l'entrée, l'air devenait irrespirable. Dès que les premières fumerolles avaient jailli par les fenêtres brisées de l'appartement ensorcelé, on avait entendu dans la cour des cris humains désespérés. « Au feu! Au feu! On brûle !» En divers appartements de l'immeuble, des gens hurlèrent au téléphone « Sadovaya! Sadovaya, 302 bis !» Au moment où résonnait sur la Sadovaya le bruit à serrer le cœur de la cloche des longues automobiles rouges qui accouraient de tous les coins de la ville, des gens qui s'agitaient dans la cour virent en même temps que la fumée s'envoler de la fenêtre du 4e 3 silhouettes sombres, semblait-il masculines,
et celle d'une femme, toute nue.